Et maintenant, je vais vous parler d'un élément central dans ma réflexion pour ce cours, mais tout simplement dans l'histoire de l'art, qui est un événement qui a eu lieu à l'été 1952, qui est considéré comme le premier happening de l'histoire de l'art. J'attire votre attention sur l'origine de ce document. C'est donc un souvenir dessiné par Marie-Caroline Richards, qui était une des poètes qui a participé à l'événement en 1989, c'est-à-dire 37 ans après qu'il ait eu lieu. Donc évidemment, il s'agit d'un souvenir. Et d'ailleurs, moi, j'identifie notamment quelque chose qui est certainement peut-être un défaut de sa mémoire, c'est le fait qu'elle mentionne des peintures de Franz Klein qui seraient suspendues en haut à droite. En fait, ce sont des peintures de Rauschenberg. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans tous les autres témoignages qui concernent ce happening, et notamment le témoignage de John Cage que je vais vous lire. Alors, avant, je bois un petit verre d'eau et puis je vous laisse regarder le schéma. Donc là, je vais vous lire une interview de John Cage en 1966, donc un petit peu plus proche de l'événement, 14 ans plus tard. La scénographie choisie au Black Mountain en 1952 était un carré composé de 4 triangles qui se rejoignent vers le centre sans se toucher. Donc là, déjà dans le schéma, on a du mal à les retrouver. Mais c'est pas grave, c'est la mémoire, il faut compléter avec différentes bribes, puisqu'il n'y a pas de photo ni de captation. Le centre était un espace large qui accueillerait le mouvement, et les couloirs, entre chaque triangle, accueilleraient également des mouvements. Les spectateurs pourront se voir, ce qui est l'avantage des théâtres circulaires. La majeure partie de l'action se déroulera en dehors du carré. Sur chaque siège était placée une tasse, et le public ne sera pas averti de ce qu'il faudrait en faire. Certains l'utilisèrent comme cendrier. Mais la performance se conclut par une sorte de rituel, servir du café dans chaque tasse. Au bout de l'un des couloirs rectangulaires, le plus long, il y avait un film, et à l'autre bout les diapositives. J'étais en haut d'une échelle en train de faire une conférence qui comprenait des silences. Et il y avait une autre échelle avec Marie-Caroline Richards et Charles Olson qui montaient à différents moments. Pendant des intervalles, que j'appelais des parenthèses, les performeurs étaient libres avec des limitations. Je pense que l'on pourrait appeler ces intervalles des compartiments. Il n'était pas nécessaire de remplir ces compartiments. C'est comme un feu vert sur la route. Avant le début de chaque compartiment, il n'était pas libre d'agir. Mais dès que les compartiments débutaient, il pouvait agir aussi longtemps qu'il le voulait, durant toute leur durée. Robert Rauschenberg passait des disques sur un vieux phonographe avec un pavillon et un chien à côté qui écoutait la musique. Je fais une aparté, donc d'après un autre témoignage, la musique c'était Edith Piaf. On reprend. David Tudor, qui est sur le petit plan, jouait du piano. Merce Cunningham et d'autres danseurs se déplaçaient au milieu de l'audience et autour de l'audience. Des peintures de Rauschenberg étaient suspendues au-dessus du public. À ce moment-là, il peignait des peintures noires. Mais je crois que ce jour-là, il n'a utilisé que les blanches. Elles étaient suspendues dans divers angles, comme une canopée qui surplombe le public. Donc, bien, il y a énormément de choses qui sont intéressantes dans cette proposition d'art total qui évolue dans le temps, qui fait appel à l'image, au son, à l'image filmée, à la peinture. Il y a déjà une première chose, c'est la place du public. Le public peut se voir, on est dans un espace circulaire, donc plutôt l'équivalent même comme un théâtre à l'anglaise, si on pense au théâtre du Globe à Londres. Dans ses mémoires, John Cage, qui visite une des plus anciennes synagogues des États-Unis, constate que les personnes sont placées aussi de manière à pouvoir se voir réciproquement. Il y a la possibilité aussi de la participation du public, qui est quelque chose de relativement novateur, puisque la tasse est posée sur chacun des sièges et le public ne sait pas vraiment s'il peut ou non utiliser
cette tasse. Il y a également aussi la liberté qui est laissée aux participants, qui sont les performeurs, qui sont libres ou non d'agir, mais seulement dans des intervalles de temps précis et définis à l'avance. Donc il y a toujours un travail un petit peu sur la structure de l'événement, alors que le contenu est libre. Et puis aussi, je reviens à la question du public, il y a surtout la question de la simultanéité de toutes ces actions. Donc on est loin, évidemment, du théâtre ou de la danse ou de la musique classique, où finalement il y a une unité de temps, une unité de lieu, une unité d'action, et on recrée un petit peu la fiction d'un spectateur qui serait quasiment omniscient, qui aurait accès à la totalité du récit en un seul regard. Là, non. Finalement, ce que joue John Cage, c'est quelque chose de similaire à la vie. C'est une pluralité d'événements face à laquelle il faut faire un choix, il faut décider où est-ce que notre attention va se placer. Et c'est aussi la raison pour laquelle tous les témoignages au sujet de ce moment ne concordent pas forcément. Aussi, finalement, il y a une mise en retrait de l'auteur. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'intention de John Cage que l'attention du public, qui est donc au centre des préoccupations. Donc on retrouve aussi cette conception duchampienne dans laquelle le spectateur est également acteur. Voilà. Alors ensuite, on va passer à l'œuvre suivante, qui n'a pas été jouée pour la première fois au Black Mountain College, mais qui découle de l'expérience du Black Mountain College, dans la mesure où elle a été inspirée par les white paintings de Rauschenberg que Cage a découvert au Black Mountain. Alors je vais vous lire ce que Cage dit de 433. De Rhode Island, je suis allé à Cambridge, et dans la chambre anéchoïque à Harvard, j'ai entendu que le silence n'était pas l'absence de bruit, mais que les sons du fonctionnement non intentionnel de mon système nerveux et la circulation de mon sang. Ce fut cette expérience et les tableaux de Rauschenberg qui m'ont amené à composer 433, que j'avais décrit lors d'une conférence à Vassar College quelques années auparavant. Donc, juste pour être clair, donc, la chambre anéchoïque à Harvard, moi je ne suis pas spécialiste de musique, mais en gros, c'est ces lieux qui sont censés créer un silence quasiment absolu et qui sont parfaitement isolés des bruits extérieurs. Et en fait, l'expérience de la chambre anéchoïque, c'est que l'on comprend que le silence n'existe pas. En tout cas, du point de vue d'un être humain, c'est ce que raconte Cage. Si vous rentrez dans cet espace complètement hermétique, vous allez entendre les battements de votre cœur et voir le sang couler dans vos veines. Donc une expérience existentielle assez intense. Mais donc voilà cette réflexion comme quoi le silence n'existe pas, il n'y a que des bruits. Alors, 433, donc je vous présente la partition de 433. Je ne sais pas s'il y a des musiciens dans la salle. Bon, moi-même, je ne suis pas musicien pour un sou, mais je pense que vous pouvez imaginer le contenu de 433. Je veux bien même vous jouer 433 tout de suite. Mais si je vous joue 433, à votre avis, qu'est-ce que vous allez entendre ? Voilà les bruits que vous allez bien vouloir faire. Donc effectivement, c'est une partition qui est vide. Le compositeur a défini une seule chose. Qu'est-ce qu'il a défini ? Le temps, la durée, tout à fait. C'est le seul paramètre qui est maîtrisé. 4 minutes 33. Donc finalement, 4:33, c'est l'équivalent d'une scène vide en musique. C'est aussi le prolongement, ce que je vous disais tout à l'heure, de
de la logique du ready-made. C'est-à-dire que effectivement, là, on fait appel à des bruits qui seraient manufacturés. Enfin, c'est-à-dire, voilà, cette logique de faire intervenir des objets du quotidien dans le champ de l'art. Là, on fait intervenir des sons du quotidien dans le son de l'art. Et donc, aussi, c'est à nouveau un inversement des propositions entre la scène et le public, puisque c'est une œuvre finalement qui n'est pas centrée sur la scène, mais qui se retourne vers le public aussi. Et donc ça, c'est quelque chose de... Voilà. Donc, aussi, dernière chose, par rapport à la question du temps, donc, qui est fixe, c'est que forcément, c'est une œuvre qui place le spectateur dans l'instant présent. Évidemment, 4:33, c'est une infinité de possibilités, c'est une pièce musicale qui se reconfigure en permanence. Donc c'est une manière assez élégante et intelligente d'échapper à la mort et à la sclérose, puisqu'il a trouvé la manière de créer une œuvre qui sera toujours vivante, toujours réinventée. C'est une matrice des possibilités infinies.